Bonjour, alors la réfraction, deuxième partie. Prenons maintenant, voyons plutôt l'aspect calculatoire concernant les lois de les lois de la réfraction. Je vous réécris la deuxième loi de Descartes pour la réfraction. Elle dit que n1 sinus i1 est égal à n2 sinus i2. Alors vous avez une relation mathématique qui fait intervenir quatre grandeurs, n1, n2, les deux indices, et puis I1, l'angle d'incidence, et I2, l'angle de réfraction. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de modifier cette relation pour savoir comment on pourrait calculer, on pourrait sortir I1 ou I2 de cette relation-là? Alors, imaginons que l'on cherche à avoir l'expression et savoir comment on peut faire pour calculer I1 si je connais évidemment tous les autres termes. Alors vous avez une relation mathématique ici que l'on va modifier. Pour isoler I1, on va d'abord isoler sinus I1 parce que alors sinus c'est une fonction, c'est la fonction que vous l'avez sur votre calculatrice, la fonction sinus, donc c'est sinus de I1, surtout ne mettez pas un multiplié ici entre sinus et I1, ça ne veut rien dire. Donc c'est sinus de I1. Donc sur votre calculatrice, vous tapez sinus et puis la valeur de I1. Donc pour isoler I1, d'abord on va isoler sinus I1. Alors si j'isole sinus I1, on va évidemment emmener le N1 de l'autre côté. Alors le N1, lui, il est bien, je ne les ai pas réécrits ici, mais il est bien multiplié. Donc si le N1, je l'emmène de l'autre côté, ça revient évidemment à diviser par N1. Donc je vais obtenir N2 multiplié par sinus I2 divisé par N1. Bien. Maintenant, je veux isoler I1. Autrement dit, je veux faire disparaître le sinus. Alors, pour faire disparaître la fonction sinus, on va utiliser la fonction réciproque de la fonction sinus. Cette fonction réciproque, c'est la fonction arc sinus. La fonction arc sinus, elle s'écrit comme ceci, et elle dit finalement que arc sinus de sinus x, elle est égale à x, c'est égal à x. Donc vous voyez que pour supprimer la fonction sinus, il suffit de prendre la fonction arcsinus. Donc pour supprimer la fonction sinus, donc il va nous rester évidemment I1. Je ne détaille pas la version mathématique, puisque ça ce sont des maths. Si vous avez des questions à poser, vous demandez à votre prof de maths. Mais si j'isole donc l'angle I1, je prends donc arcsinus, la fonction arcsinus. Arcsinus de quoi? Arcsinus de tout ça. Donc arcsinus de n2 multiplié par sinus i2, le tout divisé par n1. Voilà comment on va pouvoir sortir l'angle d'incidence I1 de cette relation-là. On peut faire la même chose avec I2, je vais le faire un petit peu plus rapidement devant vous, mais vous pourriez prendre le temps de le faire correctement et de le retrouver. Vous allez retrouver, si vous modifiez cette relation, vous allez retrouver la relation suivante, arc sinus de n, attendez que je me trompe pas, n1 sinus i1, n1 multiplié par sinus i1 divisé par n2. Voilà les deux relations qui vous permettent de calculer i1 ou i2. Alors sur votre calculatrice, attention, parce que la fonction arcsinus sur les calculatrices, elle n'est pas forcément toujours écrite comme ceci. Sur la calculette, vous allez avoir une touche avec écrit sinus moins 1. Voilà. Donc, quand vous tapez sinus moins 1, ça signifie finalement arcsinus. Et d'ailleurs, quand vous tapez sinus moins 1, sur certaines calculatrices, vous allez avoir l'affichage, elle écrit bien arcsinus. Alors c'est un peu piégeant, parce que ils auraient carrément, sur les calculettes, ils auraient carrément pu écrire arcsinus, bon, ils écrivent sinus moins 1. Bon, voilà ce qui permet de calculer I1. Alors, on peut faire, je voudrais faire un petit calcul rapide avec vous, puisque dans la première partie de la vidéo, je refais rapidement la situation. J'avais dit que si un rayon lumineux arrive de façon perpendiculaire sur une surface séparatrice entre deux milieux, milieu d'indice N1 et milieu d'indice N2, et bien en fait, je vous avais dit finalement ce rayon n'est pas dévié et continue son chemin en ligne droite. On avait dit en gros que si I1
vaut 0, et bien I2 vaut 0. Et je vous ai dit, on peut le retrouver par le calcul. Et ben, on peut le retrouver par le calcul ici. Hein. Faisons le calcul. Si I1 est égal à 0, hein, je vais remplacer I1 par la valeur 0 dans cette expression-là. Alors, quelle que soit d'ailleurs, quelle que soit la valeur de N1 et N2, ça fonctionne. Pourquoi? Si je remplace par 0, je vais obtenir I2 est égal à arc sinus de N1 fois sinus 0 divisé par N2. Or, sinus de 0, si vous tapez sur votre calculatrice sinus 0, et ben tout ça, ça fait 0. 0 multiplié par N1, ben ça fait 0. Donc finalement, tout ce que j'ai ici dans ma parenthèse est égal à 0. On arrive donc à I2 est égal à arc sinus de 0. Et sur votre calculatrice, si vous tapez arc sinus de 0, ben ça fait 0. Donc on arrive bien à I2 égale 0. Si I1 est égal à 0, alors 0 quoi? 0 degré, hein, ou 0 radian, n'importe quoi, hein, n'importe quelle mesure. Donc 0, sinus, si I1 est égal à 0, I2 est égal à 0. Donc vous voyez que quand un rayon arrive perpendiculairement à une surface de séparation entre deux milieux, ce rayon n'est pas dévié. C'est le seul moment où ce rayon continue en ligne droite. Sinon, évidemment, il sera dévié. Maintenant, un cas particulier de la réfraction, une situation particulière qu'on appelle la réflexion totale. Alors, avant de vous parler de réflexion totale, il faut quand même que je vous précise une chose importante que j'ai oubliée. Enfin, vous allez voir que parfois on n'en tient pas forcément compte, mais elle va avoir une influence, vous allez comprendre. Je représente encore un milieu N1 et un milieu N2, une surface de séparation, deux milieux transparents. Et je vais, alors je ne sais pas si N1 est plus grand que N2, j'en sais rien. Je fais arriver un rayon lumineux sur la surface, sur cette surface de séparation. J'ai un changement d'indice, donc j'ai un changement de direction. Imaginons que j'ai une réfraction qui ressemble à ça. Hein, donc je précise ici la normale à la surface avec les deux angles, hein, I1 ici et I2 ici. Ben, en fait, quand il y a un phénomène de réfraction, hein, on est dans le cas de, je vous parle de réfraction, en fait, ce que l'on observe, c'est qu'il y a quand même, il y a aussi hein, une légère réflexion. Alors, elle existe, elle est très légère, c'est pour ça que dans les exercices que vous aurez à traiter en BTS, on n'en parlera pas, mais sachez qu'elle existe. Hein, vous avez quand même une partie de la lumière hein, qui est réfléchie, donc hein, avec les lois de la réflexion, hein, c'est-à-dire que ici vous allez réobtenir encore l'angle I1. Hein, si l'angle I1 c'est l'angle incident, vous allez avoir une légère réflexion. Voilà. Bon, le phénomène prépondérant, c'est la réfraction, et vous avez un tout petit peu de réflexion. Mais bon, vous verrez dans les exercices ce phénomène de réflexion qui apparaît toujours. Hein, il est tellement faible que finalement on ne s'y intéressera pas. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est donc ce phénomène de ce qu'on appelle de réflexion totale. Alors, ce phénomène de réflexion totale, il apparaît dans un cas bien particulier, c'est quand la lumière va passer d'un milieu, alors toujours hein, d'un milieu 1 vers un milieu 2, hein, je prends l'ordre 1, 2, 1 c'est le premier, 2 c'est le suivant, ça n'a rien à voir avec le haut et le bas, hein, je répète, le milieu 1 c'est le premier, le milieu 2 c'est le deuxième, le milieu 1 a un indice N1 et le milieu 2 a un indice N2. Et on va se situer dans un cas particulier où l'indice N1 est supérieur à l'indice N2. Alors dans ce cas-là, on va pouvoir assister à un phénomène particulier. Alors je vais vous représenter ça. On va essayer de faire un exemple, faire quelque chose de concret et de respecter cette fois-ci justement la cohérence au bas. Alors imaginons que j'ai une surface de séparation entre deux milieux. Alors le milieu ici,
hein, le milieu 1, c'est le premier milieu, je vais dire que c'est de l'eau. Voilà. Donc ici, j'ai de l'eau. Et puis, au-dessus de l'eau, j'ai un milieu que je vais appeler numéro 2, qui est de l'air. Donc vous voyez bien que l'indice de l'eau, l'indice N1, est supérieur à l'indice N2. Et puis je vais m'intéresser à une source lumineuse, que je vais représenter ici. Voilà. Une source lumineuse hein, qui serait au fond de l'eau, au fond d'une piscine par exemple, et qui émet de la lumière, vers la surface. Alors intéressons-nous un petit peu à ce qui va se passer au niveau des rayons lumineux que émet cette source lumineuse vers la surface. Alors pour ça, je vais dessiner des rayons lumineux colorés. Alors c'est pour que vous compreniez mieux, que la figure soit cohérente. Hein. La notion de couleur ici, je ne la fais pas intervenir, mais c'est simplement pour que le schéma soit le plus clair possible. Alors commençons par un rayon que je vais représenter en jaune, un rayon particulier. Ce rayon, il est perpendiculaire à la surface. On a vu tout à l'heure que ce rayon qui est perpendiculaire à la surface continue son chemin sans être dévié. Donc là, très facile de représenter ce rayon lumineux, j'ai pas de calcul à faire, je sais que ce rayon lumineux, à partir du moment où il est perpendiculaire à la surface, il continue son chemin tout droit. Maintenant, je vais représenter un deuxième rayon lumineux, et cette fois-ci, je m'écarte un petit peu, comme ceci. Alors, on pourrait faire des calculs si on avait des valeurs bien précises. Hein. On peut représenter la normale à la surface. Alors, je vais la refaire parce qu'elle est quand même pas bien droite. Je peux dessiner la normale à la surface ici. Hein. J'ai un angle d'incidence qui vaut I1 ici. Et puis, la lumière va être réfractée dans le milieu 2. Comme l'indice N2 est plus petit, je vous ai dit tout à l'heure, l'angle I2 va être plus grand. Autrement dit, cette lumière, pour ce rayon que j'ai représenté ici en orange, la lumière va être réfractée, en gros, comme ceci. Donc avec un angle I2, que je peux représenter ici. Et puis, je continue. Je vais représenter un autre rayon lumineux. Donc vous voyez que plus on va s'écarter, plus l'angle, évidemment, plus je m'écarte, plus l'angle I1 se met à augmenter. Hein, c'est-à-dire que l'angle I1 maintenant pour mon rayon rose, vous voyez, est beaucoup plus grand, que l'angle I1 que j'avais pour le rayon orange. Donc l'angle I1 se met à augmenter. Donc l'angle I2 va aussi évidemment augmenter. Et il va augmenter, et il doit être en plus grand que le rayon I1. Donc voilà la situation. Puis vous voyez, on peut continuer comme ça. L'angle I2 va être de plus en plus grand. Alors il va être de plus en plus grand jusqu'à quand? Eh bien jusqu'à une valeur limite que je vais représenter ici en vert. Alors si je représente cette valeur limite, la valeur limite ce serait ça. C'est un rayon lumineux qui arriverait sur la surface et qui émettrait un rayon réfracté avec la valeur la plus grande possible. Alors la valeur la plus grande possible, la voilà. C'est ce rayon que je représente en vert. Alors, que vous me suiviez bien, je représente la normale ici. J'ai l'angle I1 ici. Et vous voyez que maintenant, j'ai l'angle I2 qui est ici. Et I2, il a une valeur bien particulière. L'angle I2, il vaut 90 degrés. Alors vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça veut dire que la lumière, elle suit en gros la surface de l'eau. Alors oui, on est dans un cas purement théorique. La lumière, effectivement, suit et frôle, longe la surface de l'eau si vous le voulez. Voilà, c'est un cas théorique. L'angle I2 est égal à 90 degrés. Pourquoi c'est une valeur limite? Parce que qu'est-ce qui va se passer pour un rayon qui aurait une valeur I1 que je représente comme ceci? Vous voyez que les rayons réfractés se sont écartés de la normale, s'écartent jusqu'à ce que l'on ait une valeur limite de 90 degrés. Et au-delà de cette valeur limite, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a deux possibilités pour comprendre ce qui se passe. Soit vous faites
on peut faire des calculs, hein, on prend des valeurs numériques et on regarde ce que donnent les calculs, et ben on va constater que si vous continuez à faire vos calculs pour calculer vos angles de réfraction en utilisant la formule n1 sinus i1 est égal à n2 sinus i2, et bien si vous cherchez à calculer la valeur de i2 correspondante, hein, avec la formule que je vous ai donnée tout à l'heure, si vous le faites avec votre calculatrice va vous marquer erreur. Autrement dit, au-delà de ce rayon que j'ai représenté en vert, pour des angles I1 qui seront supérieurs à cet angle que j'ai représenté en vert, eh bien on ne peut plus calculer l'angle I2 de réfraction. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a plus de réfraction. C'est-à-dire que la lumière ne traverse plus cette surface pour repartir dans le milieu numéro 2. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de réfraction, mais il y a une réflexion. C'est-à-dire que ce rayon-là ne va pas traverser la surface, mais va tout simplement être réfléchi par cette surface. C'est-à-dire que la surface, alors si je représente l'angle I1 ici, eh bien la surface va se comporter tout simplement comme un miroir. Donc ici, je vais retrouver la valeur I1. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de réflexion totale. Réflexion totale, tout simplement parce que la surface ici de séparation, ici entre l'eau et l'air, va se comporter comme un miroir, comme un vrai miroir. Vous pouvez observer cette situation. Comment observer cette situation? C'est très simple, il suffit d'aller à la piscine, vous prenez des lunettes, vous vous mettez sous l'eau et vous vous allongez sous l'eau, de façon à ce que vous observiez la surface RO comme ça, vue du dessous. Et vous allez constater une chose, c'est que si vous regardez pile poil à travers la surface de l'eau, vous risquez de voir une personne qui serait au-dessus de l'eau, ou un nuage, ou le maître nageur, enfin bref. Mais si vous orientez vos yeux dans une direction oblique, vous allez constater que l'eau se comporte comme un vrai miroir, et vous allez observer tout ce qui se passe au fond de l'eau à côté de vous. Faites l'expérience, vous verrez, ça marche très bien. Alors, ce qui est intéressant dans cette situation, c'est ça, là. Quelle est cette valeur limite, cette valeur d'angle I1? Que vaut I1 dans ce cas-là? Eh bien, pour savoir ce que vaut I1 dans cette situation très particulière, je vais utiliser la relation que je vous ai donnée tout à l'heure, que je réécris. On avait écrit que I1 était égal à arc sinus de N2 sinus I2 divisé par N1. Alors, dans cette situation particulière, là, regardez qui est encore sur l'écran, je cherche quelle est cette valeur d'angle limite. C'est un angle particulier, c'est un angle limite, puisqu'au-delà duquel il n'y a plus de réfraction, mais de réflexion totale. Vous voyez que dans ce cas particulier vert, l'angle I2, on a dit, vaut 90 degrés. Donc vous remplacez I2 ici par 90 degrés. Ça va vous donner quoi? Ça va vous donner I1 est égal à arc sinus de N2 multiplié par sinus 90 divisé par N1. Or, sinus de 90, si vous le tapez sur votre calculatrice, en degrés, sinus de 90 degrés, c'est tout simplement égal à 1. Donc vous voyez que la formule se simplifie, la relation se simplifie, et cet angle, ce fameux angle limite, je peux le noter comme ça, l'angle limite, je vais le noter ici, ce fameux angle limite est égal tout simplement à arc sinus de N2 divisé par N1. Voilà. Donc, il suffit de remplacer N2 et N1 par leur valeur. Alors, si je prends de l'eau et de l'air, c'était l'exemple que j'avais ici, on pourrait faire le calcul. Donc, on fait arc sinus de 1, donc c'était l'indice de l'air 1, et puis indice de l'eau, 1,33. Voilà, alors j'ai pas ma calculatrice sur moi, mais de mémoire, vous avez un angle limite, si je me rappelle bien, qui est proche de 49 degrés. Bon, j'ai plus la valeur exacte, et là j'ai pas ma calculatrice sur moi, mais vous pouvez faire le calcul et vous allez avoir exactement la valeur de l'angle limite.
Donc ça signifie quoi? Ça signifie que quand la lumière va arriver sur cette surface de séparation avec un angle supérieur à 49 degrés à peu près, eh bien vous n'aurez plus de réfraction, c'est-à-dire que la lumière ne va plus sortir de l'eau, mais va être complètement réfléchie à l'intérieur de l'eau. C'est le phénomène de réflexion totale. Ce phénomène de réflexion totale, on l'utilise dans quelques objets. Il y a un objet qui utilise ce phénomène de réflexion totale, il y en a même deux. Le premier, et on aura l'occasion d'en reparler, c'est le prisme. Vous prenez un prisme dans certaines conditions. Alors un prisme, c'est un morceau en 3 dimensions, un morceau de verre avec une section triangulaire. Si vous faites arriver de la lumière comme ceci sur un prisme, vous pouvez avoir une réflexion totale ici. Donc vous allez avoir de la lumière qui repart. Et dans ce cas-là, cette surface de prisme se comporte exactement comme un miroir. Donc là, on a un phénomène de réflexion totale. On verra ça un petit peu plus en détail dans la prochaine vidéo. Et puis, vous avez un autre objet qui utilise ce phénomène de réflexion totale. C'est la fibre optique. Alors, une fibre optique, c'est un cylindre constitué d'un milieu transparent, souvent en verre, entouré d'un deuxième milieu transparent, qu'on appelle la gaine. Donc vous avez le cœur au centre et la gaine autour. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la lumière, quand elle va rentrer dans la fibre optique, va subir comme ça des réflexions totales. Et vous allez avoir comme ça le cheminement d'un signal lumineux qui est transféré dans la fibre optique. L'avantage de ce truc-là, c'est que si vous courbez un petit peu la fibre optique, eh bien, vous avez la lumière à l'intérieur qui va subir des réflexions totales et va suivre comme ça, bon, c'est très mal fait ici, mais va suivre en gros le cheminement de la fibre optique. Voilà. Ça, on verra ça aussi en exercice. Bien, et bien d'ici la prochaine vidéo, il ne vous reste plus qu'à faire quelques exercices d'application et je vous dis à bientôt.